Louise Rollin, je suis une PH à Mondor, à Créteil. Et donc, je vais vous faire le cours sur les lymphomes B agressifs. Donc, alors, on voit pas très bien. Voilà. Donc, en gros, bon, pour commencer, en fait, alors j'ai l'impression qu'on ne voit pas complètement mon écran, ça m'embête un peu. On va voir si le reste est bon. Alors, en fait, la classification des lymphomes, elle est faite à partir de ce qu'on appelle la classification OMS. Et en fait, depuis plusieurs années maintenant, l'idée, c'est de partir de la cellule d'origine. Donc, pour les maladies hématologiques, de voir quelle est la cellule qui a entraîné une pathologie, enfin, qui a subi des mutations et qui se multiplie et qui est donc responsable de la maladie. Dans les lymphomes, donc c'est le lymphocyte B, mais petit à petit, on a commencé à comprendre que ça dépendait de son stade de maturation et qu'en fonction de son stade de maturation, ça pouvait donner des lymphomes différents. Donc, on utilise les données cliniques qui vont nous aider, mais donc c'est à l'aide de la morphologie, du phénotype et de la génétique qu'on arrive à faire la classification des lymphomes. Donc, pour mémoire, la différenciation des cellules B, elle commence dans la moelle. Donc, on a une cellule souche lymphoïde totipotente qui va donner un lymphoblaste, puis un lymphome B naïf, un lymphocyte B naïf. Et c'est par le réarrangement VDJ qu'on va avoir donc tout un panel, tout un répertoire de lymphocytes B naïfs. Ce lymphocyte B naïf, il sort de la moelle osseuse et donc il a fini une partie de sa maturation. La fin de la maturation se déclenchera lorsqu'il rencontrera l'antigène. La rencontre avec un antigène qu'il reconnaît va entraîner sa migration dans les ganglions. Et dans les ganglions, si la stimulation antigénique est suffisamment forte, il va y avoir la formation d'un centre germinatif où il va y avoir des interactions entre les lymphocytes B et les lymphocytes T et un système un peu particulier qui s'appelle donc l'hypermutation somatique. C'est-à-dire, en fait, l'ADN est open et il y a plein de mutations qui surviennent et jusqu'à ce qu'en fait, on arrive à trouver un antigène à la surface de la cellule B qui soit particulièrement affin avec l'anticorps, soit suffisamment affin avec l'antigène. Et donc, c'est là qu'a lieu le switch isotypique. Et donc, c'est un moment particulier puisqu'en fait, c'est un des seuls moments dans le corps humain où on a le droit de faire plein de mutations sans forcément être repéré comme anormal. Donc forcément, c'est un endroit où il peut y avoir la survenue de cellules tumorales. Donc, c'est ce qu'on appelle tout ça la maturation d'affinité qui va permettre ensuite d'obtenir un lymphocyte B mémoire, un plasmocyte qui sont très affins avec l'antigène et qui sont des cellules à très longue durée de vie. Le plasmocyte va retourner dans la moelle et le lymphocyte B mémoire va rester dans le ganglion et en sentinelle dans les tissus, dans le sang. Et donc, en fonction du moment où survient l'événement oncogénique, on va avoir des lymphomes différents. Notamment, il y a certains lymphomes qui sont un peu plus prolifératifs, qui sont liés à la survenue d'une anomalie dans le centre germinatif, alors qu'on sait que les anomalies qui surviennent plutôt dans des lymphocytes B post-centrogerminatifs, c'est plutôt des lymphomes plus indolents. Donc, le lymphome de la zone marginale, la leucémie à tricoleucocyte. La particularité aussi du lymphome du manteau, qui est en fait un lymphome B de la zone du manteau qui subit une anomalie génétique. Alors, c'est une partie de l'explication, évidemment, ça ne suffit pas. On a aussi remarqué qu'il y avait des mutations typiques de certains lymphomes. Par exemple, la survenue de translocation T8-14, c'est une des particularités de lymphome de Burkitt. La T14-18, c'est une particularité de lymphome folliculaire. La T11-14, une particularité de lymphome du manteau. On va commencer par les lymphomes B diffus à grandes cellules parce que c'est les lymphomes les plus fréquents. Le lymphome B agressif, c'est 5000 nouveaux cas par an en France. Et donc, c'est assez fréquent. Ça représente autant de nouveaux cas de myélome. Autre chose aussi, c'est que le diagnostic de lymphome, c'est assez difficile
Contrairement au cancer solide, où en fait, par exemple, si on prend, mettons, un cancer du foie, donc la cellule du foie, elle a un aspect particulier, et en fait, une cellule cancéreuse du foie, ça n'a pas du tout le même aspect. Et donc, rien qu'avec l'aspect morphologique, on voit bien qu'il y a des cellules normales et des cellules tumorales. Alors que dans les lymphomes, pas du tout. Les lymphocytes des lymphocytes tumoraux, ils ont la même tête que les lymphocytes normaux. Donc, c'est des diagnostics qui sont difficiles, qui nécessitent pas mal de techniques. Et du coup, il y a eu un réseau lymphopathe qui a été créé, qui, en fait, a la possibilité, lorsqu'il y a un diagnostic de lymphome, de le faire relire dans un centre expert, ce qui va permettre d'utiliser toutes les techniques, enfin, plus de techniques. Et donc, très souvent, il y a une double relecture. C'est fortement conseillé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Et donc, régulièrement, la classification OMS est mise à jour. Donc là, c'est la nouvelle classification OMS avec le lymphome B diffus à grande cellule, NOS, ce qui veut dire sans autre spécification, qui est le plus fréquent, mais qui finalement est un diagnostic d'exclusion. Là, je vous ai mis toute la liste des différents lymphomes B agressifs qui existent, mais on ne va pas parler de tous, on va parler des plus fréquents. On parlera du HGBL, qui est un lymphome très agressif, caractérisé par des réarrangements géniques. Le PMBL, qui est particulier du fait de sa localisation au niveau du médiastin. Et donc, il y a une nouvelle entité qui s'appelle, il est là, le PMBL. Il y a une particularité maintenant, c'est qu'on a fait une catégorie qui sont les lymphomes issus de sites privilégiés. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'avec le profil moléculaire, les lymphomes testiculaires, les lymphomes cérébraux, les leg type, enfin plein de sous-catégories de lymphomes B, en fait, ont un peu le même, enfin, ont des caractéristiques moléculaires communes. Et donc, on a créé cette catégorie, qui est donc les lymphomes avec un site immun privilégié. Et donc, c'est notamment testiculaire, cérébral, oculaire. Donc, il y a quelques modifications. Les HGBL, donc c'est des lymphomes B diffus à grande cellule qui ont un réarrangement de MYC associé à un réarrangement de BCL2 ou un réarrangement de MYC et un réarrangement de BCL6. En fait, dans cette classification OMS, il y a une particularité, c'est qu'il y a eu 2 classifications OMS qui ont été faites, puisque les anapathes du monde n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'issue de ces classifications, dans les HGBL, donc les MYC-BCL2 sont des HGBL, ça c'est sûr. Les HGBL MYC-BCL6 sont un peu à part. Les HGBL-NOS, ce sont des lymphomes agressifs qui ont une morphologie qui ressemble au Burkitt, mais qui n'ont pas le réarrangement de MYC. Ceux-là sont des diagnostics d'exclusion parce qu'en fait, comme tout repose sur la morphologie, ça veut dire que tout repose sur l'anapathe en lui-même. Donc ça, c'est le diagnostic d'exclusion qu'on évite d'utiliser. Comme je vous disais, on a mis ensemble le lymphome testiculaire et le lymphome cérébro-primitif puisqu'ils ont beaucoup de similitudes. Ils sont non centrogerminatifs, ils ont des mutations qui sont communes. Et donc, on les a mis ensemble. Et par contre, il y avait une catégorie qui avait été évoquée dans la classification précédente, c'était les doubles expresseurs, c'est-à-dire les lymphomes B qui surexpriment la protéine MYC et qui surexpriment la protéine BCL2. Ceux-là, ils ont été mis de côté, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a peu d'impact de la surexpression des protéines. Donc, voilà, il y a eu quelques petites modifications. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais on va revenir petit à petit sur toutes les choses dont je viens de vous parler. Donc, on va commencer par le lymphome B diffus à grande cellule NOS, qui est de loin le plus fréquent, mais qui, comme je vous le disais, en fait, est un diagnostic d'élimination pour l'anapathe. Donc, ici, vous avez les courbes de survie. Donc, ça reste quand même des cancers qu'on sait plutôt bien soigner. Hein. Ce n'est pas les mêmes courbes que les leucémies aiguës. Donc, il y a une bonne partie des gens qu'on sait soigner avec le traitement de première ligne. Mais bon, il en reste quand même un bon tiers qu'on n'arrive pas à guérir. Donc, c'est des maladies qui se caractérisent par une hétérogénéité, à la fois dans la présentation clinique et dans l'histologie, dans le pronostic.
avec des formes plus ou moins agressives. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des rechutes. Et donc, en fait, il y a une bonne partie des patients qui seront chimiosensibles, mais malheureusement, au sein de tout cela, il y en a certains qui vont rechuter. Et notamment, la rechute, elle arrive très précocement. Elle arrive soit juste à la fin du traitement ou notamment dans les 2 premières années. Une fois qu'on a passé 2 ans, il y a vraiment peu de rechute. Le problème de cette pathologie, c'est justement la rechute qui est de mauvais pronostic. Donc, l'objectif actuel, c'est de mieux comprendre la physiopathologie pour détecter rapidement les formes qui vont être sensibles à la chimio, et cela on va leur mettre juste la chimio, et les formes qui vont être chimio-résistants, pour lesquelles il faut probablement un traitement un peu plus... Bonjour, un traitement un peu plus important. Et donc, peut-être pouvoir adapter le traitement à la carte. Donc, c'est des pathologies plutôt du sujet âgé, âge médian 65-70 ans, 30% des patients ont plus de 75 ans, donc on a quand même une problématique gériatrique à prendre en compte. Ça peut survenir de novo ou par transformation d'un lymphome indolent, notamment par l'acquisition de nouvelles anomalies, la mutation P53 dans le Richter. Les facteurs de risque pour développer le lymphome B différentes cellules, c'est certains virus, HIV, hépatite B, hépatite C, EBV, tout ce qui en fait touche le système immunitaire. Donc les pathologies auto-immunes, les transplantations d'organes, l'immunodéficience de façon générale. Après, commence à émerger aussi le rôle des pesticides et probablement plein d'autres toxiques de l'environnement, mais pour le moment, ce n'est pas encore complètement acquis. Enfin, pour le moment, ce n'est pas encore complètement prouvé, pardon. La présentation clinique, elle est très variée. Un lymphome, la plupart du temps, c'est une polyadénopathie avec des signes B, donc contrairement au lymphome indolent. Les signes B, donc c'est la fièvre vespérale, les sueurs nocturnes, l'altération de l'état général, donc anorexie, asthénie, amaigrissement. Mais bon, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans 30 à 40% des cas, les lymphomes sont extraganglionnaires. Et les sites touchés peuvent être multiples. Dans 15 à 20% des cas, on peut avoir une infiltration médulaire et on peut avoir une atteinte du système nerveux central qui peut se révéler soit par une atteinte parenchymateuse, soit par une atteinte uniquement du liquide céphalorachidien. Donc voilà, là, c'est pour vous montrer différentes atteintes qu'on voit bien sur le TEP scanner. Alors, un lymphome, donc, la prise en charge, elle est semi-urgente, sauf dans certains cas où, pour le coup, on peut avoir des localisations qui sont à risque, l'atteinte cérébrale, les lymphomes digestifs qui peuvent entraîner des saignements, perforations, occlusions. La masse en elle-même, en fonction de sa localisation, peut représenter une urgence, donc le fameux syndrome cave supérieur, une masse abdominale, une compression médulaire. Et puis, dans certains cas, on peut avoir une urgence biologique par le syndrome de Lys qui peut être spontané, ou syndrome d'activation macrophagique. Le diagnostic se fait par la biopsie ganglionnaire, qui peut être soit chirurgicale, on enlève un bout du ganglion ou le ganglion en entier, ou de plus en plus par une biopsie à l'aiguille qui est guidée par l'imagerie sous écho ou sous scanne. Il faut pas mal de prélèvements, puisqu'on va avoir, comme on l'a dit, c'est un diagnostic assez compliqué, il va falloir faire pas mal de techniques. Donc, il nous faut plusieurs carottes qui vont être utilisées à l'état frais et pour faire de la congélation. La première étape, c'est de faire une coloration HES pour voir l'architecture ganglionnaire qui va être détruite par la prolifération des cellules lymphocytaires. Et puis ensuite, on va faire d'immunohistochimie avec pas mal de marqueurs, les marqueurs B et T, les marqueurs 10 BCL6 et même pour l'algorithme de Hans, MYC BCL2 donc pour le statut double expresseur, le Ki67 qui nous renseigne sur la prolifération. Donc là, vous voyez un ganglion normal avec donc, le centre germinatif, la zone du manteau, puis la zone T interfolliculaire. Et donc, on a des marqueurs. Au centre, on a donc plutôt des lymphocytes B, CD20+. Et puis, donc, on voit les lymphocytes T qui sont plutôt dans la zone interfolliculaire. Ici, vous avez donc un lymphome avec une architecture ganglionnaire qui est complètement détruite et des lymphocytes qui sont plutôt de grande taille. C'est ce qu'on voit dans le lymphome B diffus à grande cellule, des plages diffuses de cellules de grande taille. Et ici, vous pouvez voir donc, la transformation d'un lymphome B
à petites cellules. Donc là, c'est des petites cellules. Et ici, les grandes cellules. Donc, c'est un sous-type histologique, mais plusieurs profils d'expression génique. Puisque donc, en analysant les profils moléculaires, on a pu, maintenant il y a une dizaine d'années, différencier deux types de lymphome B différentes cellules, ceux qui ont une origine centrogerminative et ceux qui sont post-centrogerminative ou le sous-type activé. Donc, avec des profils d'expression moléculaire différents. Ça, c'était à l'époque, ça a permis de voir que les centrogerminatifs étaient de meilleurs pronostics que les non-centrogerminatifs, mais en fait, maintenant, c'est quand même un peu moins vrai. Mais en tout cas, on continue quand même à utiliser cette dénomination. Comme on ne peut pas faire le profil moléculaire à tous les lymphomes au diagnostic, on utilise l'algorithme de Hans, qui, à l'aide de 3 marqueurs, immunohistochimique à la surface des cellules, nous permet de prédire si l'origine centrogerminative ou non. Donc, cet algorithme il est vraiment loin d'être parfait, parce qu'il y a plein de cas qui, lorsqu'ils sont contrôlés en moléculaire, ne sont pas validés. Mais bon, ça permet quand même d'avoir une idée. Donc maintenant, on ne se contente plus juste du profil centrogerminatif ou non centrogerminatif. On a donc des profils moléculaires qui sont différents, qui permettent de faire la différence et donc de voir qu'en fait, dans les non centrogerminatifs, en fait, on a une différenciation plasmocytaire qui est en cours. Après, il y a des mécanismes oncogéniques qui sont communs aux deux. P53 qui est un mauvais pronostic, les gènes de l'immunosurveillance, les régulateurs épigénétiques et l'activation de BCL6. Donc en fait, on commence à connaître de plus en plus les mécanismes moléculaires des lymphomes B différentes cellules, mais pour le moment, ça ne nous a pas encore permis d'avoir des thérapies ciblées, de faire une thérapie à la carte. En fait, on n'en est pas encore, malgré l'avancée de ces profils-là. Et donc, centrogerminatif et non centrogerminatif, ça c'était avant. Maintenant, on a pu faire des caractérisations un peu plus précises avec des sous-groupes. Donc, c'est des papiers qui sont sortis en 2021, 2 papiers qui faisaient des clusters, donc C1, C2, C3, C4, C5, et puis ZB, ST2, BND. Donc voilà, ça permet d'avoir des classifications un peu plus précises, mais en pratique, on ne s'en sert pas pour le traitement. Donc, en pratique, ce n'est pas utilisé en routine, puisque ça ne change rien, et ça ne le sera peut-être jamais. C'est intéressant en recherche parce que ça permet quand même, pour les nouveaux médicaments, de voir s'il n'y a pas des sous-types qui répondent mieux, mais pour le moment, c'est juste dans le cadre de protocole. Donc, on utilise quand même toujours le statut GC-ABC, et les données moléculaires, pour le moment, c'est de l'ordre de la recherche. Donc, l'immunohistochimie, on utilise par contre la fiche pour rechercher des réarrangements géniques, mais pour le moment, le moléculaire, ça reste. Donc, lorsqu'on fait un diagnostic de lymphome, bilan d'extension, donc le TEP scan, le TAP, qui est nécessaire pour les rapports entre les ganglions et les autres organes. Le TEP scanner va permettre le suivi pour le score de Deauville. La BOM au diagnostic, elle est discutée. Pourquoi faire une BOM au diagnostic? C'est pour voir s'il y a une infiltration par le lymphome B différentes cellules dans la moelle. Ça peut parfois être prédit sur le TEP scanner, ce n'est pas parfait. L'autre intérêt de la BOM, c'est de voir s'il n'y a pas un lymphome indolent sous-jacent, ce qui changera ensuite le suivi et ce qui peut avoir un intérêt sur la compréhension de pourquoi il y a des sites ganglionnaires qui fixent moins et d'autres qui fixent plus. Mais bon, maintenant, c'est de moins en moins fait. La ponction lombaire obligatoire au diagnostic avec un immunophénotypage pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration neuroméningique. S'il y a des atteintes au RL, par exemple, enfin des atteintes un peu spécifiques, on fait une imagerie ciblée par IRM. Sur le plan biologique, on fait évidemment les marqueurs du syndrome de Lees. On fait un immunophénotypage des lymphocytes circulants pour s'assurer qu'il n'y a pas des cellules du lymphome qui circulent, et toujours la même démarche de est-ce qu'il y a un lymphome indolent sous-jacent, une électrophorèse, et la PCR-EBV peut se discuter au diagnostic puisqu'il y a des lymphomes B qui sont associés à l'EBV. Dans le bilan pré-thérapeutique, on va faire le bilan des comorbidités de la nutrition, l'électrophorèse, l'écho-cœur, bien sûr. Si les patients ont déjà reçu des anthracyclines ou si on a une FEVG qui est un peu altérée, il faut faire un suivi écho-cœur rapproché.
qui est recommandé aussi, c'est de doser tropho-BNP avant chaque cure, puisque l'élévation des marqueurs cardiaques, alors normalement c'est juste après la chimiothérapie, mais bon, du coup, si entre deux cures c'est élevé, ça prédit la toxicité des anthracyclines. Et donc, les gens en fait, qui ont des facteurs de risque, une cardiopathie, des facteurs de risque cardiovasculaires multiples, c'est recommandé de faire un suivi échographique un peu plus rapproché, notamment toutes les 2 cures. Les sérologies virales, la préservation de la fertilité et bien sûr la vaccination si on le peut. Donc, le score pronostic, c'est le score IPI que vous connaissez tous avec le stade LDH, le performance status et le nombre d'aires extraganglionnaires et l'âge, qui permet donc de faire des sous-groupes avec des pronostics bien différents. Et on utilise aussi le AAIP qui s'affranchit de l'âge et qui enlève le nombre d'aires extraganglionnaires et qui permet de bien définir aussi des sous-groupes. Le TMTV, donc le TMTV, c'est le volume tumoral qui se veut un peu plus précis que l'IPI, puisque donc l'IPI, donc le stade 3-4, c'est intéressant, mais en fait, on se rend compte que c'est probablement plutôt la masse tumorale qui a un intérêt. Et donc là, c'était un papier qui avait été publié en 2020 qui montrait que on pouvait utiliser les COG et le TMTV et que ça différenciait aussi bien que l'IPI. Après, pour le moment, il n'y a pas de cut-off. Donc, ici, le cut-off qui avait été utilisé, c'était 220 millilitres. Mais en fait, pour le moment, il n'y a pas vraiment de cut-off qui a été admis pour dire est-ce qu'on est de forte masse tumorale ou pas. Donc, en fait, pour le moment, au diagnostic, on calcule l'IPI. Si on peut, on calcule le TMTV. Et puis, bon, bah, voilà, on a tous ces facteurs-là. Mais qu'on n'utilise pas plus que ça, mais qui probablement, parce que c'est utilisé dans tous les protocoles, hein, le TMTV maintenant, probablement viendra, une fois qu'on aura trouvé un cut-off, viendra définir un peu mieux les lymphomes B diffus à grande cellule de haut risque. Les critères d'évaluation, donc, c'est la classification Ann Arbor. Sachant que c'est un ganglion de plus de 1 cm qui est compatible avec une atteinte lymphomateuse, ce qu'on appelle une atteinte bulky, c'est plus de 7-10 cm, plus de 1/3 du diamètre transthoracique. La réponse au traitement, c'est le score de Cheson, qui utilise les produits des diamètres, qui permet d'évaluer la réponse thérapeutique. Donc, on regarde les ganglions et on regarde s'ils ont diminué. Donc, réponse complète, diminution de plus de 75%, réponse partielle 50%, la maladie stable et la maladie progressive. Le problème, c'est que dans les lymphomes, on a souvent des masses résiduelles et donc, du coup, on utilise plutôt le TEP scan avec l'échelle de Deauville qui donc regarde l'intensité de fixation et qui permet, avec la classification de Lugano, de considérer qu'on a une réponse métabolique complète si on a un score de Deauville à 1, 2 ou 3, c'est-à-dire en fait une fixation qui est inférieure à celle du médiastin et inférieure ou égale à celle du foie. Réponse métabolique partielle, c'est un score 4 ou 5, mais avec une diminution du SUV. Et puis, donc, maladie progressive, si on a des nouveaux foies qui apparaissent ou si on a une augmentation des SUV. La prise en charge thérapeutique. Ah, pardon, je n'avais pas vu qu'il y a une question. Alors, si on sait que la FEVG est d'emblée basse, pourquoi ne pas changer de molécule si on sait d'emblée que les anthracyclines vont aggraver? C'est une contre-indication aux anthracyclines hein, si la FEVG est inférieure à 40%. Donc, l'échographie cardiaque, elle permet déjà d'éliminer les gens qui sont non éligibles aux anthracyclines. Je ne sais pas si c'était ça la question. Donc, oui, donc moins de 40%, c'est une contre-indication aux anthracyclines. Après, pour les gens qui ont une FEVG diminuée, mais quand même supérieure à 40%, on pense que la balance bénéfice-risque, elle est plus importante à utiliser dans les anthracyclines, puisque même si, lorsqu'on a déjà une pathologie cardiaque, on a plus de risque d'avoir une toxicité aux anthracyclines, clairement, les anthracyclines, c'est la drogue majeure dans les lymphomes. Et ça permet d'obtenir un bon taux de guérison. Donc, c'est vraiment, faut vraiment bien réfléchir avant de contre-indiquer le patient aux anthracyclines. Du coup, oui. Si on utilise les marqueurs du coup tropho-BNP, comme vous dites la veille par exemple de la cure et qui sont élevés,
qu'est-ce qu'on fait? On fait une écho du coup pour vérifier. En fait, l'idée, c'est de faire une surveillance échographique rapprochée. Ouais. Et donc, du coup, si, donc, par exemple, tu fais mettons que tu as une FEVG normale, mais quand même des facteurs de risque, tu vas faire tropo-BNP, tu vas voir qu'ils sont augmentés. Donc, après 2 cycles d'anthracycline, tu vas refaire une écho-cœur. Et donc, ça permet de voir est-ce que ton écho-cœur est stable, est-ce que ta FEVG, elle a diminué. Si ta FEVG, elle a franchement diminué, ben, du coup, tu ne vas pas continuer avec les anthracyclines. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est vraiment une discussion à avoir avec les cardiologues. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est suspendre les anthracyclines, introduire des tableaux Coran, ISC, tu vois, des traitements qui vont permettre de gagner, de peut-être récupérer un peu de FEVG. Et ensuite, on pourra se reposer la question des anthracyclines. Ça peut être une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de voir que la FEVG a diminué un petit peu, mais elle n'est pas encore à contre-indiquer les anthracyclines. Donc, on va pouvoir refaire encore 2 cycles et refaire une échographie cardiaque. Mais tu vois, ça nous aura permis de faire un peu d'anthracycline, de ne pas non plus bousiller le cœur. Et puis, si on voit qu'à 4 cycles, ben là, on a quand même on a vraiment diminué la FEVG, ben, on peut surseoir aux 2 derniers cycles, mais le patient aura quand même reçu 4 cycles d'anthracycline. Donc, en fait, ça permet vraiment d'adapter, tu vois, et de ne pas faire d'emblée, bam, les 6 cycles, et puis après, le mec, ben, en fait, il a une dysfonction cardiaque. Après, il faut se méfier parce qu'il y a la toxicité aux anthracyclines aiguë, qui est aussi la toxicité cardiaque, avec des patients qui, en fait, gardent une FEVG qui est nickel, mais qui, ensuite, dans les années à venir, vont développer une toxicité cardiaque aux anthracyclines retardée. Et en fait, ça, c'est la majorité des patients. Donc, c'est pour ça que ce qui est recommandé, c'est qu'à la fin de la chimiothérapie, on fait une échographie cardiaque, donc 6-8 mois après la fin de la chimio. Et ensuite, ce qui est recommandé, c'est échographie cardiaque tous les 5 ans. Donc, c'est aussi une des toxicités qui peut survenir. Et du coup, les marqueurs cardiaques, ça prédit la toxicité aiguë, ouais. Ou ça peut aussi prédire la toxicité Non, toxicité aiguë. Ouais. En fait, l'étude qui avait été publiée, c'était tu fais tes anthracyclines et dans les heures qui suivent l'administration des anthracyclines, tu doses les marqueurs cardiaques. Et s'ils sont élevés, il y a un risque de toxicité aiguë. En pratique, ce n'est pas forcément très facile à mettre en place. Ce n'est pas mis en place dans les centres. Et donc, ce qui est admis avec la Société de cardiologie et les cardiologues qui s'intéressent aux anthracyclines, c'est au moins de le faire d'une fois sur l'autre. Donc, quand ton patient il arrive pour la 2e cure, bah, tu doses tropo-BNP et du coup, ça te fait un marqueur d'alerte parce que ce n'est pas parce que les marqueurs sont élevés que forcément, tu vas avoir une toxicité aux anthracyclines. Mais bon, ça te permet d'avoir un signal et de détecter en fait, les patients qui sont plus à risque pour les surveiller. Qui préfèrent des échographies. Voilà, exactement. Merci. Après, nous, là, les cardios, ils ont mis en place un HDJ pour qui est quand même une prise en charge un peu conjointe hémato-cardio. Et en fait, eux, bon, le tropo-BNP, OK, mais en fait, ils essayent aussi. Ils considèrent que si tu as déjà des facteurs de risque, donc clairement, si tu as déjà une cardiopathie, en fait, tu as quand même une indication à faire une écho-cœur après 2 cycles d'anthracycline. Parce qu'en fait, les patients qui vont développer une cardiotoxicité aux anthracyclines, qu'elle soit aiguë ou tardive, en fait, c'est des gens qui déjà de base, statistiquement, avaient déjà des facteurs de risque cardiovasculaire. Après, moi, j'ai eu un patient, c'était un jeune, je lui ai fait ses 6 cures d'anthracycline et maintenant, il a 40% d'FEVG ou 35%, alors qu'il n'avait pas de facteur de risque. Donc, bon, il peut y avoir quand même des cas, ça reste des molécules qui sont quand même toxiques. Bon, mais il n'empêche, malheureusement, c'est quand même la drogue majeure dans les lymphomes. Donc, le traitement de référence, c'est du R-CHOP. Donc, depuis 2005, ça fait 20 ans, on sait que l'ajout du rituximab, donc l'anti-CD20, clairement améliore le pronostic des patients, puisque c'est la courbe en noir, alors que la pointillée, c'était la CHOP. On a des nouveaux anti-CD20 qui existent, l'obinutuzumab, qui est notamment utilisé dans les folliculaires ou dans la LLC. Il a été testé dans les lymphomes bétifiés à grandes cellules. Ça ne fait pas mieux que le rituximab. Rituximab, R-CHOP, c'est quoi? C'est du rituximab, de la doxorubicine, de l'endoxan, de la vincristine et de la prednisone. Ce qui est indiqué, c'est le risque de neutropénie fébrile, c'est 10 à 20%. Donc, théoriquement, ce n'est pas obligatoire de mettre du GCSF. Par contre, s'il y a eu un épisode de neutropénie fébrile, c'est obligatoire de mettre une prévention par GCSF.
Le traitement antiémétique recommandé, c'est et les aprépitants et l'aprépitant et l'ondansetron. Et il est recommandé, en tout cas dans les recos françaises, dans les recos américaines, c'est pas recommandé, de faire une prophylaxie par Bactrim et Zélitrex. Le traitement, c'est 6 cycles, espacés de 21 jours. C'est très important de ne pas décaler, d'où la politique de certains centres de mettre du GCSF, même, quoi qu'il arrive pour tout le monde, parce qu'en fait, une neutropénie fébrile, ça va vous décaler le cycle de chimiothérapie, et pour le coup, c'est vraiment prédictif, c'est prédictif de la survie globale, de ne pas décaler. Donc, c'est garder la dose intensité. Avant, on faisait 8 cycles, notamment chez les jeunes. Dans une sous-analyse, il a été montré, notamment chez les sujets âgés, que 6 cycles faisaient aussi bien que 8 cycles. Donc maintenant, c'est devenu le standard. On faisait chez les sujets jeunes du R-CHOP 14 plutôt que du R-CHOP 21. Il a été montré chez les sujets âgés que R-CHOP 14 faisait aussi bien que R-CHOP 21. Donc, maintenant, le traitement de référence, c'est R-CHOP 21, mais R-CHOP 14, il est maintenu quand même, notamment chez certains patients jeunes. Je vais vous expliquer dans quelles indications. Alors, on a cru à un moment qu'il y avait un nouveau standard. Parce que, bon, je vous ai passé toutes les études qui ont été faites les 10 dernières années, parce que, en gros, le R-CHOP, on le connaît depuis 20 ans. Donc, forcément, 60 à 80% de guérison, c'est bien, mais enfin, on pourrait faire mieux. Et donc, du coup, il y a eu plein d'études. Est-ce qu'on peut ajouter l'ibrutinib, le revlimid, le Velcade, enfin, on a essayé plein de choses. On n'a jamais... Oui. Et au final, on n'a jamais réussi à améliorer la survie. On y a cru il y a 2 ans, quand on a ajouté du polatuzumab. Donc c'est encore un anticorps, un anti-CD79 qui est couplé, comme le brintuximab, de la chimiothérapie. Et donc, en fait, on faisait du R-CHOP en enlevant l'oncovin, donc RCHP plus le pola. Et quand on a comparé RCHP plus pola, ça faisait mieux que R-CHOP, notamment en PFS, pas en survie globale. Et donc, on s'est dit peut-être qu'il y a un nouveau standard, qui est donc le pola RCHP. Malheureusement, alors comme vous pouvez le voir, plus les années avancent et plus en fait nos courbes de survie elles sont de mieux en mieux. Vous voyez maintenant dans les DLBCL, on est quand même plutôt près de 80% de survie sans progression. Mais malheureusement, du fait d'une survie globale qui n'était pas améliorée, il y avait un gain en PFS, mais pas de gain en survie globale. Du coup, il y a eu un avis défavorable du service médical rendu, et donc le médicament n'est pas remboursé. Donc, abandonné pour les DLBCL en première ligne. Par ailleurs, il semblait que le bénéfice était moins intéressant pour les plus jeunes, moins intéressant pour les IP faibles et moins intéressant pour les bulky. Bon, en tout cas, c'est une drogue à garder en tête qui est intéressante, mais qui ne change pas le traitement de première ligne, qui reste le R-CHOP 21. Le problème de cette drogue-là, c'est la neuropathie périphérique, notamment liée à la chimio qui est couplée à l'anticorps. Et donc, c'est pour ça qu'on avait enlevé l'oncovin. Et puis, dans le bras pola-RCHP, il y avait un peu plus de neutropénie fébrile que dans le bras R-CHOP. Alors, on a essayé aussi de renforcer le traitement par rituximab, de rajouter des injections, notamment à J8, de rajouter du rituximab tout seul après le R-CHOP. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt non plus de la maintenance par rituximab comme on fait dans le folliculaire. La question qui s'est posée, ça a été de renforcer le traitement chez les plus graves. Donc, il y avait des traitements par RACVBP qui étaient faits. Le DA-R-époque, donc notamment initialement c'était dans les IP élevés ou dans les HGBL, mais finalement il ne semble pas forcément que ça apporte grand-chose. Donc dans l'essai GAINED, ce qui avait été montré, c'est que dans un certain sous-groupe, dans les non-centres germinatifs et dans les IP élevés, le RACVBP faisait peut-être un peu mieux que le R-CHOP, mais bon, c'est des analyses de sous-groupe, donc c'est un peu à prendre avec des pincettes. Donc, en fait, pour le moment, le traitement standard, ça reste le R-CHOP 21.
De même, hein, l'autogreffe en première ligne, clairement, ça a été évidemment abandonné. Mais par contre, cet essai-là, ça nous a permis de valider le fait qu'il faut faire un TEP précoce après 2 cycles, parce que si le patient n'est pas en réponse après 2 cycles, il faut changer de traitement. Ce qui a été fait dans cet essai, c'était si le patient était en réponse insuffisante après 2 cycles, on l'autogreffait. Mais en pratique, ce qui se passe, c'est que quand le patient n'est pas en réponse à 2 cycles, en fait, il faut changer. Donc, comme je vous disais, l'ajout d'une drogue au R-CHOP en première ligne, pas d'intérêt. Donc, ibrutinib dans les non-GC, peut-être pour les moins de 60 ans, mais en fait, dans Phoenix, ça n'a pas montré d'intérêt. En fait, on pense que le problème de toutes ces études, c'est qu'elles ont été faites sur des grandes populations. Et donc, du coup, on l'a vu, le DLBCL, c'est très hétérogène en termes d'âge, en termes de présentation, en termes de moléculaire. Et donc, en fait, peut-être que dans certains sous-groupes, il y aurait un intérêt à mettre de l'ibru. Dans certains sous-groupes, il y aurait un intérêt à mettre du vénétoclax. Mais en fait, comme ça a été fait sur des cohortes globales, en fait, on n'a pas pu montrer un bénéfice. Donc, il ne faut pas complètement les jeter par la fenêtre, mais voilà. Donc, l'ibrutinib, peut-être dans les non-GC, en tout cas pas chez les sujets âgés parce qu'après il y a trop de toxicité. Le vénétoclax peut-être dans les patients qui surexpriment le BCL2. Le Revlimid peut-être aussi dans les non-GC. Mais en tout cas en baissant la dose, sinon on a trop de toxicité hématologique. Et au final, on pensait initialement que c'était dans les non-GC, mais on s'est rendu compte qu'en fait ça avait un intérêt et dans les GC et dans les non-GC. Il y a encore des essais en cours avec des inhibiteurs de SZH2, des inhibiteurs de PI3 kinase. Mais en fait maintenant, ce qui est arrivé, toutes ces molécules, elles vont bientôt être abandonnées parce que sont arrivés les anticorps bispécifiques qui, eux, ont vraiment un intérêt et qui probablement seront bientôt utilisés en première ligne en association au R-CHOP dans certains sous-groupes. On va en parler après. L4 Vidasa, aucun intérêt. Donc en fait, tout ça, ça a été un peu bouleversé avec l'arrivée des quartiers et des anticorps bispécifiques. L'autogreffe, maintenant, n'a quand même quasiment plus d'intérêt dans les lymphomes B différentes cellules. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que il y a des patients, le R-CHOP, c'est très bien pour eux. Et ça suffit, 6 cycles de R-CHOP, ils vont être guéris. Peut-être même qu'il y en a certains qui devraient avoir que 4 cycles. Mais pour ceux qui vont être résistants à la chimio, en fait, il faudrait qu'on puisse le voir dès le début pour pouvoir leur proposer peut-être des CAR-T-cells en première ligne, peut-être des anticorps bispécifiques en première ligne. Et donc, notamment, il y a eu un essai qui est en train de se terminer là, avec l'idée de s'adapter, c'est-à-dire on fait un premier cycle de R-CHOP, et après ce premier cycle, on essaye de déterminer les gens qui ne répondent pas suffisamment à la chimio. Donc, dans cet essai-là, c'était basé sur l'ADN tumoral circulant. Si on considérait que le taux d'ADN tumoral circulant n'avait pas assez diminué après un cycle de R-CHOP, on rajoute du glofitamab à la chimiothérapie. Mais on peut tout imaginer, ça peut être sur le TEP, donc le TMTV, le SUV, enfin, on peut tout imaginer, ou même d'emblée, si le EPI est élevé, s'il y a des facteurs de risque, une masse bulky, voilà, peut-être renforcer le traitement par R-CHOP. Ou de même, faire des CAR-T-cells en première ligne. Donc, c'est un peu l'idée des essais actuels. Donc, ça, c'était voilà, le design de cet essai qui est en cours sur l'ADN tumoral circulant. Alors, pour les stades localisés. Les stades localisés vont très bien, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est stade Ann Arbor 1 ou 2, non bulky. Et donc, clairement, eux, il faut leur faire que 4 cycles de R-CHOP, si le TEP A2 est négatif. Ça permet de réduire les effets indésirables de 1/3 et on a une OS et PFS qui est identique. La prophylaxie neuroméningée, elle fait beaucoup débat. En fait, il y a eu quand même pas mal d'études. Le problème de la prophylaxie neuroméningée, c'est que en fait, la rechute neuroméningée, c'est terrible. C'est vraiment un pronostic effroyable, mais que ça reste un événement qui est assez rare. Et donc, du coup, il faut des très grosses cohortes pour pouvoir montrer un intérêt. Donc, il y a eu des cohortes rétrospectives, parce que pour le moment, en prospectif, on n'a rien pu faire d'intéressant. Et en fait, les cohortes rétrospectives sur des milliers de patients dans différents centres en Europe n'ont pas réussi à montrer qu'il y avait un intérêt à faire une prophylaxie neuroméningée. Même avec du méthotrexate, qui était pourtant le traitement de référence pour éviter les rechutes neuroméningées. Les PL thérapeutiques, c'est la même chose. Donc, c'est un peu compliqué. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il
il ne faut pas faire de méthotrexate en intercalé. Il y avait des gens qui faisaient notamment, il y a des localisations à risque, typiques, l'atteinte testiculaire, l'atteinte rénale, les CNS IP élevés. On sait qu'ils ont un risque de rechute neuroménagée qui est plus de 10%, et donc il y a quand même un risque qui est non négligeable. En tout cas, ce qui est certain, on ne sait pas s'il faut le faire. Dans le doute, pour les atteintes testiculaires, les CNS IP élevés, je pense que faire du méthotrexate haute dose, ce n'est pas non plus une faute. En tout cas, même si on n'est pas certain que ce soit efficace, c'est difficile quand même de vraiment rien faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas le faire pendant la chimiothérapie, parce que ça, c'est un risque de décaler la chimiothérapie. Et par contre, ce qui est certain, c'est que pour éviter la rechute neuroméningée, ce qu'il faut, c'est contrôler la maladie. Donc, un traitement efficace permettra d'éviter aussi la rechute neuroméningée, ce qu'on a l'impression maintenant. Donc, en gros, je n'ai pas vraiment de réponse à vous apporter. Dans certains cas, probablement qu'il faut quand même compléter par du méthotrexate haute dose, mais en tout cas, pas le faire pendant la chimiothérapie. Le CNSIP peut être quand même un bon guide. Il y a un intérêt à faire une PL exploratrice au diagnostic. La PL exploratrice, c'est indispensable. Parce que l'atteinte neuroméningée va changer le traitement pour le coup. Là, on parle de la prévention d'une rechute neuroméningée. Par contre, quand tu as une atteinte neuroméningée au diagnostic, oui, il faut faire du méthotrexate associé au large. Toujours, même s'il n'y a pas de signe neurologique dans tous les lymphomes B. C'est obligatoire. Ouais, obligatoire. PL explo avec un immunophénotypage. Et est-ce qu'on injecte pas forcément la PL? Nous, c'est pareil. En fait, les PL thérapeutiques, elles n'ont jamais montré d'intérêt. Après, nous, on se dit, tant qu'à faire une PL explo, autant l'injecter. Donc, on en fait une injectée. Je pense que c'est ce que font beaucoup de centres. Après, avant, ce qui se faisait, c'était 4 PL. En gros, aux 4 premiers cycles de R-Shop, on faisait une PL thérapeutique. Mais en fait, les PL, c'est pas rien. Le syndrome post-PL, c'est pas non plus dénué de risque. Les patients, ils n'aiment pas trop. Tout ça pour un truc, on ne sait même pas si ça marche. Donc, en fait, je pense que dans beaucoup de centres, les PL, elles ont été un peu abandonnées. Le méthotrexate, on le garde quand on pense qu'il y a quand même un gros risque parce qu'on a un peu peur. Et puis, par la première PL, on l'injecte. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Après discussion, c'est ce que font beaucoup de centres. En fait, quand tu as des signes neuroméningés, tu fais et la PL et l'IRM. Du coup. Ah oui. Par contre, si tu n'as pas de signes neuro, tu fais dans tous les cas toujours une PL. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a fini la chimiothérapie et que les patients sont en rémission? Donc, on a dit on fait un TEP après 2 cures, on fait un TEP après 4 cures et on fait un TEP à la fin du traitement. Le suivi en consultation, c'est un suivi en consultation uniquement. On ne fait plus d'imagerie après. Aucune imagerie, uniquement sur point d'appel. Donc, ce qui est recommandé, c'est un suivi tous les 3 mois, pendant 1 à 2 ans, puisqu'en fait, on sait que c'est là que peut survenir la rechute. Puis après, quand on a passé la barre des 2 ans, on fait un suivi plutôt tous les 6 à 12 mois, pendant 5 ans. Après 5 ans, le risque de rechute, il est vraiment minime. Et donc, on n'est pas forcément obligé de suivre le patient en consultation. Mais après, le suivi peut avoir un intérêt pour détecter les complications cardiovasculaires, les cancers secondaires, comme tout patient qui a reçu de la chimiothérapie. Pas d'imagerie, sauf justement s'il y a un lymphome indolent sous-jacent, où là, on peut se poser la question, le truc un peu de base, c'est de faire un scan TAP tous les 2 ans pour s'assurer que le lymphome indolent ne rechute pas. Donc voilà, la petite conclusion, disons les chiffres qui sont toujours intéressants. Au diagnostic, on a 80 à 85% de DLBCL qui sont des NOS. C'est vraiment la grande majorité. 10 à 15%, c'est les entités un peu exotiques que je vous ai montrées au début. 5 à 10%, c'est les HGBL dont on va parler après. Dans ces NOS, vous allez en avoir 30% qui vont être de stade limité. Et dans ces 30%, on en a 95% qui seront en réponse complète avec la chimiothérapie. 5% seront des réfractaires à la chimiothérapie. Dans les stades étendus, donc 70%, c'est la majorité, les stades étendus, on a 85% qui seront en réponse complète à l'issue de la chimiothérapie. Le problème, c'est la rechute. Donc, soit chez des patients qui sont réfractaires pendant la chimiothérapie, ou soit après la chimiothérapie. Juste une question. C'est quoi à peu près le risque de cancer secondaire après un R-Shop 6 cycles? Là, tu me poses une colle. Je ne sais pas.
Ce n'est pas parmi les chimios qui ont le plus de risques de cancer secondaire. La fludarabine, la bendamustine, ça, c'est des chimios qui sont... qui entraînent plus de cancer secondaire, notamment cancer cutané et tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas le risque. Franchement, c'est sûr que c'est moins de 5%, c'est sûr. Mais après, combien? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Merci. Donc, le problème, c'est la rechute. La rechute, bon, les patients qui sont réfractaires primaires, c'est-à-dire qui évoluent pendant la chimiothérapie, ou qui sont réfractaires à une seconde ligne, ou qui rechutent dans les 12 mois après l'autogreffe, voilà, ça, c'est vraiment des gens qui ne vont pas bien. Réfractaires primaires à la chimiothérapie, mais ça, c'était pardon, avant une nouvelle thérapeutique. Donc, clairement, c'est des patients qui avaient besoin de nouvelles thérapeutiques et les CAR-T-cells sont arrivés là. Donc, comme je vous disais, quand on est à un stade limité, c'est vraiment rare. C'est 5 à 10% des patients qui vont rechuter. Quand on est à un stade avancé, c'est quand même 20 à 25% qui vont rechuter. C'est quand même pas rien. Ces patients-là, avant, on leur proposait une autogreffe quand ils étaient fit. Et quand ils n'étaient pas fit, ce n'était pas une autogreffe. Et là, on passait à des régimes de seconde ligne. Alors, les régimes de seconde ligne, eh ben, ce n'est pas les belles courbes de survie du R-CHOP. C'est un tiers à un quart de guérison. Donc, clairement, c'est de mauvais pronostics. Mais heureusement, maintenant, on a les CAR-T-cells. Et qu'est-ce que c'est maintenant l'algorithme en 2022 et 2023? C'est que lorsqu'on est réfractaire à une chimiothérapie, dans la première année, donc soit réfractaire primaire, soit une rechute précoce dans la première année, c'est-à-dire la majorité des rechutes, en fait, indication à un traitement par CAR-T-cells. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à un traitement par CAR-T-cells, on leur propose autre chose, des essais thérapeutiques, une chimiothérapie de deuxième ligne. Mais clairement, ce qui donne le plus de réponses, c'est les CAR-T-cells avec 30 à 40% de guérison. Pour ceux qui rechutent plus tardivement, c'est-à-dire plus d'1 an après la fin du traitement, on leur propose une autogreffe pour ceux qui sont éligibles. L'autogreffe permettra de guérir 40 à 50% des patients, mais seulement ceux qui sont éligibles, donc finalement très peu de patients. Donc en fait, ça revient à 5% des deuxièmes lignes lymphome B différenciées. Donc, les CAR-T-cells, ce qui est proposé, c'est on a 2 molécules. Avant, on en avait 3, mais le Kymriah a été éliminé, puisqu'en fait, on a une étude qui a montré que c'était moins efficace. Donc, on n'utilise plus le Kymriah. On utilise soit le Yescarta, soit le Breyanzi, le lisocabtagène. Donc, c'est les études ZUMA-7 et Transform qui ont montré qu'en deuxième ligne, les CAR-T-cells faisaient mieux que l'autogreffe. Alors, avec à prendre des pincettes, parce que bon, clairement, là, c'est beaucoup mieux, hein, puisque dans certains essais de CAR-T-cells, les bridges n'étaient pas autorisés. Donc, en fait, ce qu'on appelle la chimiothérapie de bridge, c'est entre la décision de faire des CAR-T-cells et le moment où on réinjecte les CAR-T-cells, c'est-à-dire qu'il y a en général 1 mois, les patients, parfois, ont besoin d'avoir la chimiothérapie pour contrôler la maladie. Et donc, dans certains essais, les bridges n'étaient pas autorisés. Donc, si on n'autorise pas le bridge, clairement, on sélectionne des patients qui ont une maladie finalement pas trop explosive. Donc, c'est un peu la difficulté pour interpréter ces études. Mais bon, malgré ça, clairement, les CAR-T-cells font mieux que l'autogreffe, donc c'est quand même le traitement de deuxième ligne. Et bon, on ne peut pas forcément toujours s'attendre à avoir ces belles courbes. Donc voilà, là c'était pour vous montrer, il y a 3 types de CAR-T-cells qui existent. Comme je vous ai dit, le deuxième, on ne l'utilise plus, avec des molécules de co-stimulation qui sont différentes, des survies globales qui sont à peu près équivalentes entre les 2 CAR-T-cells, Yescarta et Lisocel. Donc, je ne vais pas parler des CAR-T-cells parce que je crois que vous avez un cours dédié à ça et ainsi que sur les spécifiques. Donc, lorsque les patients rechutent tardivement, pour les patients jeunes, on leur propose une autogreffe. Donc, l'idée de l'autogreffe, c'est d'abord de faire une chimiothérapie et que cette chimiothérapie permette d'obtenir une rémission complète. Si le patient est en rémission complète, on consolide
avec une autogreffe qui est conditionnée par BIM. Et donc, en fait, c'est là où en fait, c'est compliqué parce qu'en général, les patients qui ont été réfractaires au AirShop ne vont pas bien répondre à la chimiothérapie de deuxième ligne. Et donc, en fait, entre ceux qui ont une indication théorique à l'autogreffe et ceux qui vont vraiment recevoir une autogreffe, ben, en fait, il y en a beaucoup qu'on perd en route parce qu'en fait, ils ne répondent pas à la deuxième ligne. Et donc, s'ils ne répondent pas à la deuxième ligne, on ne leur fait pas une autogreffe, on leur fait des carticelles. Donc, finalement, actuellement, l'autogreffe, c'est quand même dans peu d'indications. Pour les patients qui sont non éligibles à l'autogreffe et qui rechutent tardivement, il n'y a pas de traitement standard. Ce qu'on propose en général, c'est des chimiothérapies de type RGMOX ou R-Eloxon VP16, et puis ensuite des essais thérapeutiques. Mais très bientôt, probablement, viendront les... pardon. En fait, je n'ai pas mis à jour parce qu'il y a un mois ou il y a 3 semaines, on a eu l'autorisation pour les patients non éligibles à l'autogreffe qui rechutent précocement de leur faire aussi des carticelles. Donc ça, en fait, initialement, l'indication n'était que pour les patients qui étaient jeunes, puisqu'on considérait que les carticelles pouvaient être trop toxiques. Et en fait, il y a eu des essais qui ont testé les carticelles en deuxième ligne chez des sujets âgés non fit, même avec des FEVG à 40%, une clairance à 40 ml/min, enfin, qui avaient vraiment des comorbidités. Et en fait, les carticelles ne sont pas plus toxiques, font très bien. Et donc, du coup, c'est pour tous les patients, les carticelles en deuxième ligne lorsque la rechute est précoce. Donc, le RGMOX en rechute, c'est des courbes de survie qui ne sont pas exceptionnelles. Donc là, c'était tout patient qui rechutait, donc il y en avait aussi qui étaient en deuxième, troisième, quatrième ligne. Et vous voyez, une chimiothérapie de deuxième ligne, ça ne fait pas très bien. C'est 31 tiers qui arriveront à obtenir une rémission complète, mais en fait, une survie globale qui est de 10 mois, puisqu'en plus, même si on arrive à obtenir une rémission complète, il y en a beaucoup qui vont rechuter. Donc, l'étude pilote, c'est une des études qui a pu prouver l'intérêt des carticelles en deuxième ligne chez les patients âgés. Vous voyez, c'était des critères. Une question. Quels sont les critères pour être... bonne question. Il y en a de moins en moins. En fait, au début, en fait, quand les carticelles ont commencé, les traitements, les patients, ils étaient un peu triés sur le volet. C'est-à-dire que il fallait qu'il soit tout bien, parce qu'en fait, on avait peur du CRS, peur de l'ICANS, et donc peur de la défaillance multiviscérale, etc. Donc, en fait, c'était des patients qui étaient très fit. En fait, clairement, pour avoir des carticelles, maintenant, il n'y a plus beaucoup de critères de non-éligibilité. Les carticelles, c'est faisable jusqu'à 80 ans. C'est faisable même quand il y a des comorbidités cardiaques, même quand il y a une insuffisance rénale, alors, en fait, finalement, maintenant, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a 2 critères qui font ne pas réaliser les carticelles. C'est les gens qui sont très altérés. Donc, un score OMS à 3-4 doit faire discuter les carticelles. Et une maladie non contrôlée, avec une forte masse tumorale. Si on a vraiment une très forte masse tumorale, et notamment le TMTV, c'est quand même pas mal utilisé, une très forte masse tumorale, c'est un risque d'avoir beaucoup de toxicité et une faible efficacité des carticelles. Donc, on va dire que c'est un peu les 2 critères qui restent. Mais en pratique, il y a sinon peu de critères qui font récuser des carticelles. Mais du coup, c'est quoi les patients qui sont récusés des cartis qui peuvent aller à l'autogreffe? Ah ça n'existe pas. Il n'y en a pas du tout. Non, donc, non, ça n'existe pas. En fait, c'est beaucoup plus difficile d'être éligible à l'autogreffe qu'éligible au carticelle. Voilà, donc voilà, vous montrer que même chez des patients qui ont des comorbidités, qui sont âgés, eh bien on a une réponse globale qui est pas mal, parce que 30-40% de réponse aux carticelles, c'est ce qu'on avait dans les essais de troisième ligne, pardon, après un échec de deuxième ligne. Mais en fait, on a l'impression, dans les essais cliniques, que faire les carticelles en deuxième ligne, ça permet d'avoir plutôt des réponses aux alentours de 60% de guérison. Parce qu'en fait, quand on atteint le plateau, on considère que c'est une guérison. Donc, bref, en deuxième rechute pour tous, les carticelles.
Bon, vraiment très vite, hein, une aphérèse, une modification des cellules et ensuite une réinfusion. Le processus de fabrication met environ 1 mois. Entre la leucaphérèse et la réinjection, on peut se poser la question de faire un bridge. Avant de faire l'infusion, on fait une lymphodéplétion, donc 3 jours de chimiothérapie par fludarabine et endoxan pour en fait lymphodépléter en lymphocyte T et permettre une bonne expansion des CAR T-cells. Et ensuite, il y a une hospitalisation de 8 à 10 jours pour surveiller le CRS, l'ICANS, donc les événements neurologiques, et puis l'aplasie qui est liée à la fludarabine. À la sortie de l'hospitalisation, il y a un suivi rapproché, puisque dans les 3 premiers mois qui vont suivre, il va y avoir d'autres complications, les cytopénies retardées et les événements infectieux et le risque de rechute. Donc, lorsqu'on a utilisé les CAR T-cells en 3e ligne, donc comme on disait, on a des courbes de survie aux alentours de 40%. C'est cette étude qui avait permis de montrer, une étude française, sur le registre de vraie vie, qui a pu montrer que le Yescarta était plus efficace que le Kymriah et donc on n'utilise plus le Kymriah. Par contre, lorsqu'on rechute en post-CAR T-cells, c'est donc une survie globale qui est mauvaise, évidemment, puisque les traitements post-CAR T-cells ne sont pas efficaces. Si on doit choisir un traitement, il semblerait que ce qui est le plus efficace, c'est probablement les anticorps bispécifiques. À prendre avec des pincettes, puisque bon, ça dépend un peu des traitements qu'ont reçus les gens, etc. Et clairement, le délai de rechute joue. C'est-à-dire que les rechutes précoces, c'est en rouge, c'est en fait c'est une maladie agressive qui du coup rechute plus précocement et qui va être plus compliquée à contrôler. Lorsqu'on a les décès qui sont non liés à la rechute post-CAR T-cells, c'est principalement les infections. Donc, pour les gens qui sont récusés des CAR T-cells ou qui rechutent post-CAR T-cells, ou éventuellement en bridge pour les CAR T-cells, donc on peut utiliser éventuellement les anticorps bispécifiques, notamment le glofitamab qui est disponible en accès précoce en 3e ligne. C'est quand même une molécule de choix. Ou sinon, au choix, donc, soit des chimiothérapies standards, soit des associations, donc GA101 Revlimid, le polatuzumab, éventuellement. Le glofitamab, je pense que c'est pareil, vous avez eu un cours spécial sur les anticorps bispécifiques et les CAR-T. Vous allez l'avoir. Donc, le glofitamab, c'est un des anticorps bispécifiques qui est utilisé. Il y a aussi l'epcoritamab. L'idée, en fait, c'est des bispécifiques, c'est-à-dire qu'ils ciblent le CD20 ou le CD19, en tout cas les lymphocytes T, et de l'autre côté, ils rapprochent les lymphocytes T. Et donc, maintenant, ce traitement, il est disponible en accès précoce en 3e ligne. En fait, les CAR-T, il ne faut quand même pas oublier, je pense que tu as oublié mes courbes de survie avec le R-CHOP. On a quand même des très bons résultats avec le R-CHOP. Et les CAR T-cells, ça paraît magique, mais c'est quand même des patients qui ont de grosses complications, c'est cher, ça nécessite pas mal de passages à l'hôpital, il y a un décès non lié à la rechute qui est important, les infections, donc non, c'est pas dénué de risques. Il y a des cancers secondaires, il y a quand même pas mal de choses. Donc, pour le moment, on n'a pas encore détrôné le R-CHOP. Après, c'est quand même une bonne question, puisqu'il y a des essais cliniques qui sont en train de tester cette technique de faire des CAR T-cells en première ligne, mais probablement chez des sujets un peu sélectionnés qui, de base, risquent de ne pas répondre à la chimiothérapie. Alors, est-ce que quand tu dis non fit, tu veux dire ceux à qui on ne peut pas faire des anthracyclines, j'imagine? Ça pourrait se poser, en tout cas, en effet, comme question. Pour le moment, la cible, c'est plutôt, les maladies très agressives. Mais peut-être que ça viendra dans un second temps. De toute façon, après, les CAR T-cells, elles sont aussi en 2e ligne, donc c'est pas... Alors, ensuite, j'ai fait des petits focus sur les sous-types de lymphome B diffus à grande cellule. Donc, les lymphomes B primitifs du médiastin. C'est un lymphome B diffus un peu particulier
qui survient notamment chez la femme jeune. C'est un sexe ratio de 2:1, ce qui est quand même le contraire de toutes les hémopathies. C'est 10% des lymphomes B différentes cellules. Ça se caractérise par une masse bulky médiastinale, avec parfois l'envahissement contigu, plèvre, donc épanchement pleural, épanchement péricardique, le syndrome CAF-SUP, donc avec parfois des présentations très graves au diagnostic, très rarement un envahissement médulaire. Et en fait, toute cette présentation, ça peut peut-être vous évoquer quelque chose. Ça ressemble étrangement au lymphome de Hodgkin. Et en effet, c'est des lymphomes qui ont des marqueurs d'activation, notamment le CD30, en commun avec le Hodgkin. Il n'y a jamais de réarrangement des gènes MYC, BCL2, BCL6. Et en fait, quand on regarde le profil moléculaire, eh bien, en fait, il y a 30% de gènes communs avec le lymphome de Hodgkin. Donc, en fait, c'est des lymphomes qu'on pense issus des lymphocytes B thymiques et qui sont entre les Hodgkin et les lymphomes B diffus à grande cellule. Pour le moment, le traitement de première ligne reste le même traitement que le lymphome B différentes cellules, c'est-à-dire du R-CHOP. Mais en deuxième ligne, on va très rapidement se tourner vers les anti-PD1 notamment, qui sont très efficaces dans cette maladie, un peu comme dans le Hodgkin, et on va volontiers utiliser l'anti-CD30 du fait de l'expression du CD30. Donc on ne va pas avoir la même stratégie en deuxième ligne, même si bon, on peut en théorie proposer les CAR T-cells, mais si on veut faire par exemple un bridge, etc. Ce qui a été montré, c'est que par contre, dans cette pathologie, il y a vraiment un intérêt majeur à utiliser une chimiothérapie plus intensive que le R-CHOP 21. Donc, il faut utiliser du R-CHOP 14 ou éventuellement du RACV-BP, puisque ça fait nettement mieux que le R-CHOP 21 dans cette pathologie. Le problème qui peut se poser, c'est les masses médiastinales persistantes. Parce qu'en fait, on peut avoir à la fin du traitement, une masse qui persiste, donc ça peut se voir dans tous les lymphomes, mais qui peut parfois fixer au TEP scan. Et donc c'est compliqué parce que ça peut être uniquement de la fibrose, et la fixation, elle est due en fait à l'activation un peu thymique, ça peut être du rebond thymique, donc en fait on peut assez souvent conclure à un échec dans les PMBL. Et donc, c'est compliqué parce qu'en plus, c'est des zones qui sont difficiles à biopsier. Quand on biopsie, on tombe sur de la fibrose, donc c'est assez difficile à conclure. Et donc, dans ces indications, on peut utiliser l'IRM de diffusion qui va aider à trancher entre une masse séquelaire et une authentique rechute, ou en tout cas un authentique lymphome réfractaire à la chimiothérapie. Comme je disais, donc, un intérêt des anti-PD1 et des anti-CD30. Pour les AGB, alors c'est des pathologies de très bon pronostic, hein, comme vous avez pu le voir. Il y a quelque chose qui fait choisir du coup entre R-CHOP 14 et C'est des habitudes de centre. Parce que le RACV-BP, ça se manie un peu particulièrement, il y a un peu plus de risque de neutropénie fébrile. Souvent, c'était suivi par des cycles de consolidation de R-Oloxan VP16 et méthotrexate. Donc, du coup, c'est des schémas un peu particuliers. Donc, les centres qui l'utilisaient avant pour les lymphomes B différentes cellules avec un IPI élevé, on continue à l'utiliser pour les... Et sinon, tous ceux qui ont plutôt l'habitude du R-CHOP utilisent le R-CHOP 14. Et à l'époque, c'est autre chose. Et on ne l'utilise pas dans le PMBL? Ça n'a pas été... c'est pas ce qu'ils montraient comme... Okay, j'avais l'impression. T'es à gauche, hein? Ouais. Voilà. Eux, ils font du dire époque. C'est pas ce qui a été montré. D'accord. Ça perturbe tous mes repères. Oui, je m'excuse pour eux, mais il y a ça qui est sorti. Et clairement, tu pourras leur sortir la publier en vidéo la prochaine. Les AGBL. AGBL, on a encore besoin de vous. De nous, puisque les AGBL, pour le coup, ça reste des lymphomes B diffus pour lesquels on a un mauvais pronostic. Donc, les AGBL, c'est quoi? Ce sont des lymphomes qu'on a longtemps appelés des Burkitt-like. C'est-à-dire qu'ils ont la présentation clinique d'un Burkitt, des ganglions qui vont grossir très vite, des LDH hyper élevés, qui peuvent avoir un syndrome de lyse spontanée, qui sont direct stade 4, avec des envahissements extraganglionnaires importants. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient un réarrangement de MYC, et dans le Burkitt, il y a le réarrangement de MYC, et un réarrangement de BCL2. C'est des lymphomes qu'on appelle double hit. Donc ça, c'est des AGBL double hit. Ensuite, il y a d'autres pathologies agressives qu'on met dans cette catégorie-là, notamment ceux qui ont un réarrangement de MYC et un réarrangement de BCL6. Dans certains cas, ils ont l'air d'être très agressifs, mais ce n'est pas exactement le même profil moléculaire que les MYC BCL2. Et donc, du coup, ceux-là,
ils sont encore considérés comme des HGBL double hit, mais peut-être qu'à la prochaine classification OMS, ils vont disparaître. Donc, ils sont un peu à mettre de côté. Les vrais, authentiques HGBL double hit, c'est les MIC BCL2. Ensuite, il y a une autre entité qui sont les HGBL NOS. En fait, dans certains cas, sur la lame, on a une morphologie qui ressemble à du lymphome de Burkitt. Mais ce n'est pas exactement du lymphome de Burkitt. Ce n'est pas le ciel étoilé typique, ou parfois, il y a le ciel étoilé, mais il n'y a pas le réarrangement du gène MIC. Et donc, dans ces cas-là, on peut poser le diagnostic de HGBL NOS, c'est-à-dire qu'on a une morphologie agressive, et soit pas de réarrangement de MIC, soit juste MIC, mais pas MIC BCL2 ou MIC BCL6. Et donc, dans ces cas-là, c'est l'anapathe qui conclut à HGBL NOS. Mais c'est vraiment un diagnostic d'exclusion quand vraiment c'est une pathologie qui paraît trop agressive pour le classer en DLBCL NOS. Donc, c'est une entité qui est un peu particulière, mais qui a sa case dans la classification OMS. Donc, ceux-là, ils vont mal. Ils sont réfractaires à la chimio. Voilà. Alors, ce qui avait été montré, c'est que parfois, le partenaire de MIC peut prédire la survie. Notamment, lorsque MIC est réarrangé avec le gène des immunoglobulines, c'est de plus mauvais pronostic que lorsqu'il n'est pas réarrangé avec le gène des immunoglobulines, quand il est réarrangé avec un autre gène. Donc ça, c'était des publics qui avaient été françaises il y a quelques années, mais qui n'ont pas été forcément retrouvés, parce qu'en fait, c'est une technique qui n'est pas forcément faite en routine. L'autre chose aussi, quand on connaît l'existence du HGBL, ça sous-entend que pour tout diagnostic de lymphome B différentes cellules, on est obligé de faire une fiche MIC, une fiche BCL2. En tout cas, au moins une fiche MIC, et ensuite, si elle est positive, rechercher s'il y a un réarrangement de BCL2 ou de BCL6. Sinon, on ne peut pas conclure au diagnostic de HGBL, et on ne peut pas non plus conclure au diagnostic de DLBCL NOS. Mais en pratique, ce n'est pas toujours fait, parce que la technique de fiche, c'est une technique qui coûte quand même cher, qui n'est pas faite dans tous les labos. Et donc, c'est un des problèmes, des limites au diagnostic. À ne pas confondre avec le DLBCL double expresseur, qui sont des lymphomes qui surexpriment la protéine MIC et la protéine BCL2. Ça, c'est en fait de l'immunohistochimie, c'est une surexpression de protéines. Et ça, il y a eu quelques papiers qui montraient avant que c'était de moins bons pronostics, mais en fait, en pratique maintenant, le fait d'être double expresseur, c'est un impact pronostic qui est vraiment minime. Et donc, on ne change aucunement la façon de faire. Par contre, le fait d'exprimer fortement MIC, la protéine MIC, et fortement BCL2 peut être prédictif de la présence d'un réarrangement du gène MIC. Donc, les HGBL, c'est 8 à 10% des lymphomes B agressifs, avec une partie qui sont NOS, une partie qui sont double hit. C'est des présentations agressives, c'est un taux de survie global qui est beaucoup moins bon que les DLBCL NOS. On est plutôt aux alentours de 50%, contrairement aux 80% que je vous ai montré tout à l'heure. Il avait été montré précédemment qu'entre MIC BCL2 et MIC BCL6, il n'y avait pas de différence de pronostic, mais comme je vous disais, le profil moléculaire paraît tellement différent qu'on a envie quand même de faire des entités distinctes. Donc, c'est des fortes masses tumorales, donc comme on disait, Burkitt-like. Il y a cependant quelques HGBL qui sont localisés. Et par contre, le fait d'avoir un HGBL de stade localisé, il semble que ce soit un bon pronostic. Et donc, il n'y a pas besoin de faire de traitement intensif. On fait, comme pour les DLBCL localisés, 4 cures de R-CHOP et on a un bon pronostic. Alors, on s'est longtemps posé la question de est-ce qu'il faut faire un traitement plus intensif? Par exemple, est-ce qu'il faut les autogreffer en première ligne, ces patients-là? Plutôt non. Est-ce qu'il faut faire un traitement plus intensif? C'est une grande question. En fait, le problème vient d'une littérature qui est un peu complexe parce que dans les papiers sont mélangés les lymphomes B diffus à grande cellule avec un réarrangement de MIC, sont mélangés les HGBL NOS et HGBL double hit, sont mélangés aussi ce qu'on considérait comme des lymphomes de haut risque, c'est-à-dire avec un IPI élevé. Donc, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, comme je vous disais, la technique de fiche, elle n'est pas forcément faite en routine. Donc, bon, en tout cas,
quand on regarde, on a l'impression que finalement, ça n'a pas forcément d'intérêt de renforcer le traitement, et d'autant plus maintenant qu'on a les CAR T-cells. Ce qu'il faut, c'est surtout les repérer pour être vigilant dès le deuxième cycle, ou même dès le premier cycle, si on a l'impression qu'ils ne répondent pas à la chimiothérapie, tout de suite switcher pour un traitement de deuxième ligne CAR T-cells. Parce qu'on sait que ils ont une forte chance d'être réfractaires à la chimiothérapie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas utiliser un traitement plus intensif chez les sujets âgés ou les sujets qui ont un état général plus altéré, puisque, pour le coup, on risque d'être trop toxique. C'est des patients qui ont plus de risques de rechute neuroméningée. Donc, pour qui se pose, encore une fois, la question de est-ce qu'on fait une prophylaxie neuroméningée? On revient toujours au même. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de preuves. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas décaler les cycles de chimiothérapie. Donc, pas utiliser le méthotrexate. Donc voilà, en tout cas, ce qui avait été montré dans plusieurs séries, c'était la diapo d'avant, c'est qu'on n'arrive pas à montrer vraiment un bénéfice en survie globale à faire un traitement plus intensif. Ça avait été refait sur une série française en rétrospectif. Alors, vous voyez, ce n'est pas significatif. Il y a une petite tendance entre le traitement intensif ou le R-CHOP-like, mais en tout cas, en survie globale, ce n'est pas évident. Et en tout cas, ce n'est pas statistique. Ce n'est pas statistiquement significatif. Bon, en fait, c'était vraiment quelque chose qui nous tourmentait avant. Maintenant qu'il y a les CAR T-cells, j'ai envie de dire, bon, il faut vite les repérer et vite faire les CAR T-cells, probablement. Même si on n'a pas encore la réponse définitive. Bon, après, ça reste des entités, s'ils sont sensibles au R-CHOP, une fois qu'on a obtenu la rémission avec un traitement, ils ont une bonne survie. Ils ne vont pas forcément plus rechuter. Ça va plus être des traitements qui vont être, c'est plutôt des maladies qui vont soit être réfractaires, soit rechuter tout de suite après la chimiothérapie. Et donc, typiquement, c'est eux à qui on aurait envie de faire des CAR T-cells en première ligne. Est-ce que ça a un intérêt de faire des CAR T-cells? Est-ce que les HGBL sont peut-être moins bons répondeurs aux CAR T-cells? Pour le moment, on n'a pas répondu à cette question. Il y a juste un abstract à l'âge sur quelques patients qui avaient l'air de montrer que même quand on était double hit, on avait un taux de réponse qui était satisfaisant aux CAR T-cells. Mais ça, c'était des CAR T-cells en troisième ligne et c'est sur des petits effectifs. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu encore de publication pour nous dire quel est le taux de réussite des HGBL qui reçoivent des CAR T-cells. Les lymphomes de Burkitt, donc c'est 2% des lymphomes en Europe, c'est assez rare. Bon, il y a la fameuse forme endémique en Afrique subsaharienne qui est de bon pronostic. C'est une pathologie qu'on voit chez les immunodéprimés, notamment les VIH. Donc c'est le fameux aspect de ciel étoilé. C'est des lymphomes qui sont CD10+, BCL2-, contrairement aux folliculaires qui sont CD10+, BCL2+. Ils expriment de façon très forte sémique et ils ont typiquement un réarrangement de sémique, un Ki67 à 100%. Et ils ont sémique isolé. Ils n'ont pas d'autres. Le karyotype ne retrouve qu'un réarrangement de sémique, pas d'autres, ce n'est pas un karyotype complexe. Donc, la présentation clinique, on l'a dit, c'est progressif, donc avec un état général qui est altéré, des LDH élevés, des maladies extraganglionnaires. Voilà. Le traitement est intensif. C'est un traitement même très intensif qu'on utilise depuis très longtemps. Peut-être qu'on pourrait faire moins intensif, mais on a des taux de réponse qui sont à 90-95%. Le problème en fait, de ce traitement, c'est plus la toxicité, mais on n'a quasiment pas de rechute après ce traitement pour les lymphomes de Burkitt. Donc, du coup, personne n'a jamais trop osé rétrocéder, quoi. Donc, c'est un traitement qui est adapté à l'âge, adapté à l'atteinte neuroméningée, adapté à l'atteinte médulaire, donc avec différents sous-groupes, des traitements qui sont très lourds, avec en fait l'utilisation de plein de chimiothérapies, un truc qui ressemble un peu à du d'AR-époque au début, puis ensuite avec la cytarabine et du métaux haute dose, voilà, et de la maintenance ensuite.
Voilà. Après, j'avais mis 2-3 diapos sur les lymphomes T, si vous voulez, puisque je ne suis pas sûre que vous ayez un cours sur les lymphomes T. Bon, en gros, pour faire simple, c'est des diagnostics qui sont assez compliqués parce qu'il y a plein de sous-entités. On ne sait pas très bien soigner. Il y a les lymphomes T cutanés qui, eux, sont de bons pronostics et qui représentent finalement une grosse partie des lymphomes T, mais qu'on ne voit pas beaucoup, nous, dans notre pratique, qui sont surtout traités par les dermatos. Après, les lymphomes T systémiques, bon, on ne sait pas bien les soigner. Alors, il y a des entités un peu à part. Il y a les lymphomes T liés à HTLV1, donc avec des foyers notamment en Guyane, aux Antilles, avec une sérologie HTLV1 positif et un phénotype qui est particulier. Ceux-là, ils ont des traitements à part, mais surtout, en fait, on ne sait pas bien les soigner. Donc, c'est un pronostic très mauvais. Le seul lymphome T qui est de bon pronostic, c'est les lymphomes T anaplasiques, donc qui ont une morphologie particulière, qui est une morphologie anaplasique, et qui expriment le CD30, ça c'est assez typique des anaplasiques, mais qui ont un réarrangement de ALK. Donc les lymphomes T anaplasiques ALK+, c'est des lymphomes qui ont un très bon pronostic, qu'on sait bien guérir. Il faut utiliser un anti-CD30, il faut utiliser de l'étoposide, et on a des taux de guérison qui sont de l'ordre de 90%. Tous les autres, on ne sait pas faire. Donc, il y a une sous-entité qui sont les lymphomes TFH, c'est-à-dire qu'on ont des marqueurs TFH. Donc, ce qu'on appelle marqueurs TFH, c'est PD1, ICOS, TXCL13, qui sont dérivés des T folliculaires helpers. Et donc, cela, c'est une grande partie des lymphomes T. Et puis après, il y a les autres qui peuvent exprimer des marqueurs de cytotoxicité. Mais dans tous les cas, pour le moment, même si on arrive à dire c'est un cytotoxique, c'est un TFH, c'est un NOS, quand on ne sait pas dans quelle case le mettre, pour le moment, le traitement de première ligne, c'est CHOP, et ça ne marche pas bien. On est plutôt de l'ordre de 20-30% de guérison. Après, il y a une autre entité qui est particulière, c'est les NKT, qui sont associés à l'EBV, qui sont souvent localisés au niveau nasal, et qui, eux, lorsqu'ils sont localisés, ont plutôt un bon pronostic, puisque les rayons sont très efficaces, et l'asparaginase est très efficace. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon, moi, j'ai fini. Question? Oui. Bon. Là, je voulais demander si on sait qu'il peut y avoir une atteinte neuroméningée et que c'est difficile. Normalement, les diagnostics, les PL diagnostics ne montrent pas grand-chose au cours du traitement ou avant le traitement. Et si on voit qu'il faut toujours faire une prophylaxie, est-ce que ça ne serait pas bon de le faire avant? Parce que, par exemple, on peut voir des rechutes dans un lymphome qui était initialement au niveau, par exemple, iliaque et qui rechute en cérébral à un moment donné. Je pense que peut-être tous les lymphomes B peuvent évoluer toujours vers une atteinte neuroméningée du fait qu'on ne sait pas combien de temps ça a évolué et comment ils se sont remaniés. Non, mais quand je parlais de prophylaxie, c'est de ça que je parlais. Oui. Parce qu'une atteinte neuroméningée au diagnostic, c'est différent. Une atteinte neuroméningée au diagnostic nécessite d'utiliser clairement des drogues qui passent la barrière neuroméningée. Donc, il faut utiliser du méthotrexate en association au AirShop, ça c'est sûr, AirShop métaux. Après, la prévention de la rechute neuroméningée, c'était ça toute la question. Et bien sûr, c'est l'idée de la PL est normale, et pourtant, quelques mois plus tard, il rechute avec une atteinte neuroméningée. Mais toutes les études ont montré que même en utilisant des prophylaxies, on ne peut pas empêcher. Enfin, en fait, le fait d'utiliser ou pas une prophylaxie ne permet pas de diminuer le nombre de rechutes neuroméningées. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut plus vraiment... Enfin, c'est pour ça que c'est difficile d'établir des recommandations parce qu'on n'a pas d'études qui ont pu montrer qu'en utilisant une prophylaxie, on diminuait le nombre de rechutes. Donc, il n'y a pas d'avantage de la prophylaxie, même donc, du traitement. Il n'y a pas d'avantage.
Voilà, c'est ce qui a été montré. Après, on sait qu'il y a certaines formes, par exemple, les atteintes testiculaires, c'est un peu particulier. Les lymphomes testiculaires, ils ont 20% de rechute neuroméningée. D'ailleurs, souvent, il y a une atteinte neuroméningée au diagnostic. Et donc, ces lymphomes-là, par exemple, c'est un peu compliqué de ne pas faire de rechute, parce que c'est toujours le problème des études dans les lymphomes. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a pas d'analyse de sous-groupe, peut-être que dans le sous-groupe atteinte testiculaire, il y a vraiment un intérêt à faire une prophylaxie neuroméningée. Donc, dans certains sous-groupes, notamment les atteintes testiculaires, les atteintes rénales, et puis pour les scores CNSIP élevés, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une atteinte rénale ou surrénalienne, faire une prophylaxie neuroméningée, ça a probablement un intérêt. Après, le faire pour tout le monde, non, probablement pas. S'il n'y a pas d'intérêt, je pense que c'est pas nécessaire, je dirais. Merci. OK. Eh bien, dans ce cas, bonne soirée. Est-ce qu'on peut revenir juste à la diapo de l'algorithme? Les lymphomes T? Non, on ne peut pas dire lymphomes T. Ah, le GLBCL. Les lymphomes T. Le 2023, bien sûr. Pas le 2022, pas le 2021. Ouais, pour la deuxième ligne. Ouais. Celui-là ou celui-là? Celui-là. Ouais, celui-là. Donc, en gros, ah oui, tu veux voir les chiffres. Et donc les CAR-T, ils n'ont pas été testés ou ils sont moins efficaces au-dessus d'un an? En fait, au moment, ça n'a pas été... c'est qu'il n'y a pas eu d'études. Et comme c'est des traitements qui coûtent hyper cher, ils vont être remboursés que s'il y a eu une étude qui a prouvé. Et donc, je pense que les labos pharmaceutiques, ils ont préféré privilégier, pour qu'il y ait vraiment une différence, tu vois, avec autogreffe, pas d'autogreffe, ils ont préféré privilégier vraiment des maladies qui étaient agressives, où ils étaient presque sûrs qu'ils auraient un bénéfice en survie. Parce qu'en fait, on le sait intuitivement, on le sait, les rechutes qui sont tardives, en fait, répondent mieux à la chimiothérapie de deuxième ligne. Ce qui est compliqué, c'est ceux qui rechutent dans l'année, en fait. Alors avant, on disait dans les 2 ans, mais en fait, les rechutes précoces, la plupart, c'est dans l'année. Puis après, tu as des gens qui vont rechuter 2, 3, 4 ans après. Ceux-là, tu n'arrives plus à les rattraper avec les traitements de deuxième ligne. Ou alors, même si tu n'arrives pas bien à les rattraper, tu leur fais une traitement de deuxième ligne, ils sont de nouveau en rémission pendant 1 an, puis ils vont de nouveau rechuter. Mais tu vois, c'est des gens qui, quand même, ont des maladies moins agressives. Et donc, je pense que les labos pharmaceutiques, ils se sont dit ceux-là, au mieux qu'on les écarte, parce qu'en fait, on risque de fausser nos courbes de survie. Donc, on va mettre que ceux qui rechutent dans l'année, et eux, on sait que de toute façon, on n'arrive à rien. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait leurs études. Après, bon, de toute façon, c'est pas grave. Finalement, ces gens-là, tu leur fais une deuxième chimio, puis quand ça ne marche pas, tu fais les CAR-T-cells. Ce qui était embêtant, c'était plutôt pour... et c'est là où, en fait, on était moins bon, c'est qu'en fait, ceux qui ne répondent pas à la première chimio, après, tu leur fais une deuxième chimio, la plupart du temps, ça ne marche pas. Et donc, en fait, il fallait attendre d'avoir fait une deuxième chimio pour pouvoir faire les CAR-T-cells. Donc, entre-temps, les gens, ils vont de moins en moins bien. Et donc, ceux-là, il y en avait, tu courais après, et en fait, tu n'arrivais jamais à leur faire les CAR-T-cells. Et donc, le fait de pouvoir le faire en deuxième ligne, on a beaucoup moins cette situation où, en fait, les gens, ils se dégradent. Et cette période entre je recueille les CAR-T, enfin, je recueille les lymphocytes et je réinjecte, le mois-là, en fait, ce mois-là, on perdait des patients. Alors que maintenant, comme c'est en deuxième ligne, on a moins ce problème, tu vois. Parce que c'est des maladies moins avancées, en fait. Et est-ce qu'on a comparé les bispécifiques au CAR-T en deuxième ligne? En fait, pas directement. Pas directement. Mais par contre, il y a des études. Et clairement, est-ce que je l'ai? Normalement, j'avais mis... C'est pas mal, hein, les réponses du Glofitam. Alors, en deuxième ligne, tu vois, non. Parce qu'en fait, il a été testé en troisième ligne. Et tu vois, tu as 40%. Donc, c'est à peu près la même chose. 40% de réponse complète. Mais c'est en troisième ligne avant CAR-T. Ouais, c'était troisième ligne. Donc,
A priori, il y a peut-être quelques-uns qui avaient eu des CAR-T, mais pas beaucoup. Le problème, c'est que déjà, c'est un traitement de 1 an. Et surtout, en fait, quand on regarde les courbes de survie, avec les CAR-T, on a aussi 30-40%, mais on atteint un plateau. Alors qu'avec le glofitamab, on a l'impression, après c'est des impressions, hein, parce que c'est quand même assez novateur, ces traitements-là, on n'a pas non plus un recul de fou, mais on a l'impression que ça continue encore à diminuer. Donc du coup, on privilégie pour le moment plutôt les CAR T-cells. Et donc finalement, le glofitamab, il a un intérêt maintenant, soit en rechute post-CAR-T, soit en bridge. Nous, ça nous arrive, pour les gens qui ont vraiment une masse tumorale, par exemple, la dernière fois, on a eu le gars, il a eu une cure de R-CHOP, il est réfractaire. Du coup, on l'adresse au CAR T-cells. Pendant ce temps-là, on lui fait du RDHAC, il est réfractaire. Donc, du coup, il avait une masse énorme. Il avait genre 1500 millilitres de TNT, c'était vraiment énorme. On ne pouvait pas lui faire les CAR T-cells parce qu'on risquait de rater, enfin, de lui faire pour rien. Du coup, lui, on lui a fait du glofitamab avant les CAR T-cells et il s'est mis en rémission quasi complète. Du coup, on a pu lui faire les CAR T-cells. Alors, c'est un choix, on aurait pu aussi continuer le glofitamab, mais bon, on a décidé de faire ça. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on a fait les CAR T-cells dans des bonnes conditions, avec une maladie très bien contrôlée, un patient qui allait très bien, des LDH normales et tout. Et ça, c'est les critères de bonne réponse au CAR-T. Les LDH, l'état général, la CRP, c'est des critères de moins de toxicité et de meilleure réponse. Et donc, du coup, on pense, après, je vous dis ça, on est à 1 mois de ces CAR T-cells, hein, ça se trouve... ça va pas marcher, mais en tout cas, on se dit qu'on s'est mis dans des bonnes conditions et donc c'est là que le glofitamab peut avoir un intérêt. Parce que je ne connais pas les CAR T-cells, mais les spécifiques sont moins toxiques que les CAR T. En fait, c'est la même toxicité, puisque c'est pareil, tu recrutes des lymphocytes T. Donc, tu as pareil un problème de CRS, un problème d'ICANS. Mais c'est beaucoup moins toxique quand même. Tu as des CRS qui sont beaucoup moins importants, tu n'as quasiment pas d'ICANS, donc la toxicité neurologique, alors qu'avec les CAR T-cells, tu peux en avoir quand même de façon importante. Après les CAR T-cells, tu as les problèmes de cytopénie pendant 2-3 mois, cytopénie retardée, avec des gens parfois qui peuvent être dépendants des transfusions de plaquettes pendant, c'est-à-dire 2 transfusions par semaine pendant 1 mois. Enfin, c'est vraiment costaud, quoi. Mais au long cours, après, ils ont plus de lymphocytes B. Donc... Au long cours, ils ont 0 lymphocytes B. Après, avec des bispécifiques, théoriquement aussi, hein, parce que tu cibles la même chose, mais c'est quand même plus toxique, quoi. C'est quand même plus toxique. Après, bon, théoriquement, tu guéris, quoi. Et dernière question. Du coup, il y a des cas où on passe en deuxième ligne en CAR-T, et si on rate et qu'on n'a pas fait d'autogreffe, il y a des cas où on va... Ou alors c'est tout le monde a un traitement de 3e ligne. En fait, le problème de l'autogreffe, c'est qu'il faut avoir été mis en rémission. C'est ça le problème. Ouais. En fait, l'autogreffe n'a aucun intérêt si tu n'es pas en rémission complète. Donc, ça sous-entend que tu es quand même vraiment très chimiosensible. Et donc, ces gens-là, oui. Après, la vraie question, en effet, si les CAR T-cells ont échoué, tu fais un traitement et que tu arrives à le mettre en rémission complète, est-ce que ça a un intérêt de consolider? Je pense qu'un sujet jeune, éligible à l'autogreffe, donc c'est-à-dire en bonne santé, pas de comorbidité, en bon état général, oui, on se poserait la question. Je pense que oui, ce serait une question qu'on pourrait se faire. Mais ça correspond à vraiment très peu de patients. Voilà. Eh bien, très bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Soirée.